Bonjour à tous. Alors faire son alia tout en gardant des revenus en France, c'est une situation que beaucoup connaissent. Mais voilà, côté impôt, ça soulève pas mal de questions. Et honnêtement, une mauvaise préparation peut très vite devenir un vrai casse-tête. Du coup, comment s'y retrouver? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On l'entend partout, cette fameuse promesse. 10 ans d'exonération d'impôts quand on fait son alia. C'est clair que c'est l'un des arguments les plus séduisants. Mais alors, est-ce que c'est un rêve absolu ou est-ce que la réalité est, disons, un peu plus nuancée? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. Oui, cet avantage fiscal de 10 ans, il existe bel et bien. Ce n'est pas une légende. Le problème, c'est que son application est très souvent mal comprise. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer. Il est donc absolument crucial de savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Voilà la règle d'or. Elle vient de ce qu'on appelle l'amendement 168. En fait, l'exonération ne s'applique qu'aux revenus qui sont générés à l'étranger et qui viennent d'une source étrangère. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que tout revenu qui provient d'un travail effectué physiquement en Israël est imposable dès le premier jour, peu importe d'où vient le client. Alors, pour savoir si des revenus de source française sont exonérés ou pas, le fisc israélien utilise une distinction fondamentale. Tout, absolument tout, repose sur la différence entre ce qu'on appelle les revenus passifs et les revenus actifs. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. En fait, la distinction est assez simple, mais elle est essentielle. D'un côté, on a les revenus passifs. En gros, ils viennent du patrimoine et ne demandent pas de travail actif depuis Israël. Ceux-là, ils sont exonérés pendant 10 ans. Et de l'autre côté, on a les revenus actifs. Eux, ils découlent d'un travail, d'une prestation de service réalisée en Israël, et ceux-là, ils sont imposables. Pour que ce soit bien concret, voici quelques exemples de revenus passifs qui profitent de l'exonération. On parle par exemple des loyers d'un appartement à Paris, des dividendes d'actions de sociétés françaises, des intérêts de placement en France, des pensions de retraite de source française ou même des plus-values si on vend des actions françaises. Et maintenant, passons aux revenus actifs, donc ceux qui sont imposables en Israël. Imaginez une personne en télétravail depuis Tel Aviv pour sa boîte à Lyon. Son salaire est imposable en Israël. C'est la même chose pour les honoraires d'un consultant qui fait ses missions depuis son bureau à Jérusalem, ou encore pour un graphiste freelance qui bosse pour des clients parisiens depuis son salon. Pour vraiment visualiser la situation, prenons le cas de Sarah. Elle est graphiste et elle a deux types de revenus de France. D'un côté, ses loyers d'un studio à Paris. Ça, c'est passif, donc exonéré. Mais de l'autre, ses factures pour ses clients parisiens. Ça, c'est actif parce qu'elle travaille depuis Israël. La conclusion, elle est simple, c'est le lieu du travail qui compte, pas celui du client. Ces honoraires sont donc bien imposables en Israël. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a des revenus actifs? Eh bien, la réponse est simple, il est indispensable de créer une structure en Israël. Travailler au noir ou sans structure locale, c'est s'exposer à de gros risques. C'est vraiment l'étape obligatoire pour pouvoir facturer en toute légalité et payer ses impôts et ses cotisations ici. En Israël, il y a principalement trois options. On a d'abord l'OSEC Patour, qui est un peu l'équivalent du micro-entrepreneur français. C'est super pour démarrer avec un petit chiffre d'affaires. Ensuite, il y a l'OSEC Mirché, qui ressemble à l'entreprise individuelle. C'est le statut classique de l'indépendant. Et enfin, la Hevra Ba'am, qui est l'équivalent d'une Sarel, une vraie société qui permet de protéger son patrimoine personnel. Attention, un point important sur le SEC-Patour. Il y a un plafond de chiffre d'affaires annuel. Pour 2024, ça tourne autour de 120 000 shekels. Et il y a une autre subtilité. Certaines professions libérales, comme les consultants ou les avocats, n'ont pas le droit à ce statut, même s'ils sont sous le plafond. Pour ceux qui pensent à créer une société à responsabilité limitée, la Evra Baham, une donnée clé à avoir en tête. Le taux d'imposition sur les bénéfices de la société est de 23% actuellement. C'est un chiffre important pour faire ses calculs et sa planification financière. L'avantage, une fois qu'on a sa structure, c'est qu'on peut commencer à optimiser sa fiscalité, en toute légalité bien sûr. On peut par exemple déduire ses dépenses professionnelles, les billets d'avion pour voir des clients en France, les logiciels. On peut aussi déduire une partie des frais de son bureau à la maison et même obtenir des déductions pour les jours où on a travaillé physiquement hors d'Israël. Bon, parlons un peu de l'avenir maintenant, parce qu'il y a un changement majeur qui se prépare et il est vraiment essentiel de l'anticiper. On assiste à un vrai changement de paradigme. Jusqu'à fin 2025, on est dans un système d'exonération et d'opacité, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à déclarer ses revenus étrangers exonérés. Mais attention, à partir de 2026, on passe à un système d'exonération et de transparence. L'exonération d'impôts reste, mais la transparence devient la règle. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à partir de 2026, tous les nouveaux immigrants devront déclarer absolument
tous leurs revenus mondiaux dans leurs déclarations israéliennes. Oui, même ceux qui restent exonérés d'impôts. Forcément, ça va augmenter le contrôle et ça rend une comptabilité et une documentation impeccable encore plus cruciales. Alors, pour résumer, que faut-il faire pour sécuriser son avenir financier? Il y a 3 étapes stratégiques. D'abord, dès l'arrivée, déposer une déclaration de capital pour faire une sorte de photo du patrimoine de départ. Ensuite, commencer sa planification fiscale dès le premier jour. Surtout ne pas attendre à la 9e année pour s'y mettre. Et enfin, s'entourer d'experts qui connaissent bien le système israélien et les spécificités des Olim de France. Pour finir, l'ALIA, c'est une aventure humaine incroyable, mais l'improvisation fiscale, ça n'a vraiment pas sa place. La vraie question à se poser n'est donc pas seulement celle de l'intégration culturelle ou sociale, mais bien celle-ci. Est-ce que son avenir financier est aussi bien préparé que son projet d'ALIA? Une planification rigoureuse, c'est vraiment la clé du succès.